Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo culturelle. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet pour lequel vous avez un petit indice dans le décor. Simone Veil. Aujourd'hui, on va parler du livre Une vie qui a été écrit par Simone Veil. Simone Veil, si vous ne la connaissez pas, déjà ça craint. Bon, il y a beaucoup de choses aussi que je ne sais pas qui craignent, donc c'est pas grave, mais ça craint quand même. Simone Veil, elle représente pour moi l'une des femmes connues les plus inspirantes et les plus fortes. Elle est née en 1927 et décédée en 2017. Elle est notamment très connue pour avoir permis la dépénalisation de l'IVG en France en 1975. Dès lors, elle est devenue une icône pour la lutte contre la discrimination des femmes en France, et c'est aussi comme ça que je la vois. Pour vous faire un rapide résumé des différentes fonctions qu'elle a pu occuper, elle a d'abord été membre du Conseil constitutionnel français, elle a aussi été ministre d'État, ministre des Affaires sociales, de la Santé, de la Ville, elle fut aussi la 16e présidente du Parlement européen, députée européenne et a aussi eu son fauteuil à l'Académie française. Mais avant cette grande carrière politique, elle a été victime de la Shoah. Dans le livre Une vie, Simone Veil raconte sa vie. En réalité, le livre que je vous présente aujourd'hui, ce n'est pas l'entièreté du livre qu'elle a écrit, c'est l'extrait du début. C'est la partie où elle raconte son enfance, sa déportation, jusqu'au moment où elle revient en France. La fin du livre que je possède, c'est le début justement de sa carrière politique. Si je voulais vous parler de ce livre aujourd'hui, c'est parce que je considère que c'est un livre extrêmement important à lire, extrêmement dur évidemment. Quand on lit le soir avant de s'endormir, faut s'accrocher, faut être motivé parce que c'est vraiment douloureux. Mais c'est une réalité et je pense que c'est important d'en avoir vraiment conscience, de le savoir, de le lire. Avant de démarrer cette vidéo, je voudrais vous alerter sur les différents sujets que je vais aborder. Je vais parler de la Seconde Guerre mondiale, du traumatisme, de la Shoah, mais aussi montrer quelques photos des camps de concentration et d'extermination. Alors, si vous ne voulez pas entendre parler de ça, je vous invite à ne pas regarder la suite. L'extrait que j'ai est divisé en 4 chapitres. Le premier chapitre, c'est sur son enfance, qui s'appelle donc Une enfance niçoise, puisqu'elle a grandi à Nice, dans lequel elle raconte donc la manière dont elle a grandi, l'éducation qu'elle a reçue. Elle parle de sa famille, de son entourage, de sa vie quotidienne finalement. Et ça nous permet de ressentir à quel point sa vie pourrait être la nôtre en fait. Ça nous permet d'inscrire son humanité et de s'identifier à elle, de ressentir à quel point elle avait une vie comme une autre et qu'en fait c'est cette vie-là qui a été bouleversée. Le fait de s'identifier aux personnages va nous permettre de rentrer en empathie avec eux. Les photos conservées de mon enfance le prouvent. Nous formions une famille heureuse. Nous voici, les 4 frères et sœurs, serrés autour de maman. Quelle tendresse entre nous. Sur d'autres photos, nous jouons sur la plage de Nice. Nous fixons l'objectif dans le jardin de notre maison de vacances à La Ciotat. Nous rions aux éclats, mes sœurs et moi, lors d'un camp d'éclaireuses. On devine que les fées s'étaient penchées sur nos berceaux. Elles avaient nom, harmonie et complicité. Nous avons donc reçu les meilleures armes pour affronter la vie. Au-delà des différences qui nous opposaient et des difficultés qu'il nous fallut affronter, nos parents nous offrirent en effet la chaleur d'un foyer uni et, ce qui comptait plus que tout à leurs yeux, une éducation à la fois intelligente et rigoureuse. Le deuxième chapitre, il s'appelle La nasse. À l'origine, la nasse est un filet dans lequel sont capturés les poissons. De ce terme a découlé l'expression « être dans la nasse » qui signifie être dans une situation compliquée dans laquelle on se sent coincé. Aujourd'hui, on emploie également le terme nasse pour définir l'encerclement par les forces de l'ordre d'une foule de manifestants. Dans le cadre de la déportation, on comprend tout à fait l'utilisation de ce mot. Elle a été déportée à l'âge de 16 ans en 1943 et l'ensemble de sa famille a aussi été arrêté. Dans le livre, elle raconte comment elle a été arrêtée, mais aussi la manière dont sa mère et sa sœur ont été arrêtées. C'est bouleversant parce que c'est une scène de vie totalement banale qu'on pourrait tous vivre et qui en fait, eux, les mène à la mort, les mène à l'horreur. Évidemment, cette scène de vie n'était pas normale et on ne pourra jamais vraiment se mettre à leur place. Ils avaient déjà des faux papiers, devaient se cacher, ne pouvaient plus vivre chez eux. Mais on arrive d'une certaine manière à se projeter. La manière dont sa mère et sa sœur ont été attrapées, c'est simplement en se rejoignant quelque part, en essayant de se voir parce qu'ils n'habitaient plus ensemble pour pouvoir se cacher chez des gens, pour pouvoir fuir les pistes de les retrouver en tant que juifs. Et donc de temps en temps, ils essayaient de se retrouver pour se voir. Ce jour-là, ils n'ont pas réussi à se trouver au point de rendez-vous. Ils sont allés devant là où habitait Simone, et vu qu'elle venait d'être arrêtée, les SS sont allés à l'adresse de Simone et sont tombés sur le reste de sa famille. C'est alors produit un tragique concours de circonstances. Ce jour-là, mon frère Jean avait rendez-vous avec maman. S'étant manqué, chacun de son côté se rendit à l'endroit où j'habitais et où, à un autre étage, vivait aussi ma sœur Milou. Tous les trois, au même moment,
se retrouvèrent ainsi pour la première fois dans l'escalier de l'immeuble. Et comme le garçon qui devait les prévenir avait été suivi par la Gestapo, le coup de filet fut rapide. L'arrestation s'est ainsi effectuée de la façon la plus absurde qui soit. C'est vraiment la coïncidence la plus horrible qu'on puisse vivre. C'est juste d'aller quelque part de façon hyper simple pour rejoindre ta mère et en fait tu te fais arrêter et tu vas être déporté. Donc cette scène-là, elle m'a vraiment beaucoup marquée. Le 3e chapitre, il s'appelle L'Enfer. Et dans ce chapitre, elle raconte ce qu'elle a vécu à Auschwitz et par la suite dans les différents camps où elle est allée. C'est forcément le chapitre le plus horrible dans lequel elle raconte en détail tout ce qu'ils ont pu vivre, tout ce qu'elle a pu voir. Il y a même une partie avec des images. C'est très dur de voir ces images au milieu. Ça appuie encore plus son propos de l'illustrer par des images. Il y a déjà beaucoup dans le texte et c'est déjà peut-être largement suffisant, mais ça contextualise d'une autre manière parce qu'il y a même des plans, en fait, des camps qui nous permettent de visualiser comment c'était organisé là-bas. Il y a des photos de sa famille aussi qui permettent de mettre un visage sur ce qu'on nous raconte, parce que c'est important de mettre des visages sur les personnes qui ont vécu ça, de les humaniser au maximum et de ressentir profondément qu'ils ont existé. Donc c'est le chapitre le plus dur, mais aussi le plus important, à mon sens. Les conditions de vie, si l'on peut encore employer cette formule, y étaient épouvantables. Il n'y avait plus d'encadrement administratif, presque pas de nourriture, pas le moindre soin médical. L'eau elle-même faisait défaut, la plupart des canalisations ayant éclaté. Et comme si tout cela ne suffisait pas au malheur des silhouettes squelettiques qui erraient à la recherche de nourriture, une épidémie de typhus s'était déclarée. Ajoutée à la faim, elle entraînait une effrayante mortalité. L'enlèvement des cadavres n'était plus assuré, de sorte que les morts se mêlaient aux vivants. Dans les dernières semaines, la situation y devint telle que des cas de cannibalisme apparurent. Et le dernier chapitre, c'est revivre. C'est assez étonnant qu'elle l'ait appelé comme ça parce que j'ai l'impression qu'elle a jamais vraiment revécu. J'ai du mal à visualiser exactement comment elle le définit du coup parce que j'ai l'impression qu'elle explique vraiment à quel point on peut pas vraiment revivre après ça. Mais en tout cas, elle explique son retour en France, son retour à elle et le retour des autres qui ont survécu. Et il y a un truc qui m'a particulièrement marqué, c'est quand elle parle du silence qui régnait en France autour de ces génocides. J'ai l'impression qu'on a souvent dit que les personnes qui étaient revenues de la déportation vivantes n'arrivaient pas à en parler, étaient tellement traumatisées qu'elles n'arrivaient pas à poser des mots sur ce qu'elles avaient vécu. Et en fait, c'est partiellement faux, parce qu'elle dit qu'il y a des gens, effectivement, qui étaient comme ça, qui étaient incapables de parler, qui étaient incapables de communiquer sur ce qu'ils avaient vécu, mais qu'elle, comme d'autres personnes, se sentaient bloquées, parce qu'en réalité, le sujet n'était pas ouvert, la parole n'était pas du tout ouverte là-dessus, n'était pas libre. En fait, les gens ne voulaient pas savoir, ils voulaient surtout pas savoir ce qui s'était passé. Ils en avaient peur, ils voulaient peut-être faire comme si ça n'avait pas existé, imaginer que ça n'était pas réel, ne pas vraiment le visualiser en fait. D'une certaine manière, cette méthode nous permet de nous dédouaner de notre responsabilité individuelle. Et ça rajoute encore plus de traumatisme à ce qu'il est déjà, parce qu'il n'y a pas de crédibilisation du vécu, il n'y a pas de considération sur ce traumatisme, il n'y a pas de libération par les mots, il n'y a rien qui se passe, c'est juste contenir ce qu'on a traversé, devoir le garder pour soi, devoir vivre avec ça, alors que c'était l'enfer. Concernant la thématique du traumatisme, je voulais vous proposer une ouverture sur le travail de Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik est psychiatre, psychanalyste et neurologue, et il a beaucoup travaillé sur la résilience. Il a écrit différents ouvrages et réalisé des conférences sur ce sujet. Né en 1930 et également juif, il a pu éviter la déportation grâce à sa famille. Pourtant, c'est bel et bien le traumatisme de cette guerre qui l'a mené à cette vocation. D'un grand calme et d'une grande clarté, j'ai beaucoup de plaisir à l'écouter. Quels que soient les sujets, il y a toujours un énorme silence qui règne quand on doit parler de quelque chose d'important. Ce silence, il existe dans le cadre de la société, dans un sens large, mais il existe aussi dans l'intime, dans la famille, au sein de ses proches. Chez elle, c'est même avec son mari. Elle n'a jamais pu vraiment parler de la déportation avec son mari. Peut-être que ça t'évoque une situation que tu connais. Et si c'est le cas, essaie de trouver quelqu'un pour parler. En tout cas, j'ai trouvé très important de lire à quel point on a été incapable de leur offrir la chose la plus simple qu'on pouvait leur donner, c'est-à-dire notre écoute. Ce qui prouve qu'écouter n'est finalement pas si simple. Donc s'il y a bien quelque chose d'intéressant à retenir quand vous ne savez pas comment réagir face au traumatisme de quelqu'un, c'est de tendre l'oreille. Et si vous écoutez vraiment, ce sera déjà une bonne aide. La dernière chose que je voulais aborder, ça concerne la place de la femme. Lorsqu'elle est revenue en France, Simone s'est mariée avec un homme qui s'appelait Antoine Veil, c'est comme ça qu'elle est devenue Simone Veil, et elle a eu plusieurs enfants avec lui. Elle lui a laissé d'abord la possibilité de mener sa propre carrière politique et l'a soutenue dans tous ses projets, pour ses stages, pour ses études, pour son travail. Elle l'a suivi partout, avec sa famille. Elle s'est toujours adaptée à garder les enfants, s'est occupée de tout,
pour faire en sorte que sa vie à lui se passe le mieux possible et qu'il puisse réussir au mieux dans ce qu'il voulait. Mais tout ça c'était ok pour elle, seulement si, une fois qu'il avait trouvé sa place à l'ENA, elle pouvait commencer ses études et elle aussi avoir une grande carrière. Sa mère lui avait profondément mis dans la tête de gagner de l'argent parce qu'elle s'était sentie elle-même sans liberté toute sa vie parce qu'elle dépendait de son mari. Simone était donc bien décidée au départ à devenir avocate. Mais en réalité, lorsque le moment fut venu pour elle de commencer des études, elle s'est retrouvée face à un mur. Son mari qui lui avait laissé entendre qu'elle pourrait faire des études avait finalement changé d'avis. Il essayait en fait de la dissuader. Après plusieurs conversations, après négociations de couple, ils ont réussi à trouver un terrain d'entente et c'est comme ça qu'elle s'est dirigée vers la voie de la magistrature. Antoine suivait encore les cours de l'ENA lorsque j'ai mis au monde notre troisième fils, Pierre-François. Le moment était venu d'annoncer à mon mari « Je vais m'inscrire au barreau ». « Il n'en est pas question », a-t-il répondu à ma vive surprise. Je ne me suis pas laissé faire. « Comment ? Il a toujours été entendu que j'attendrai que tu sois sur tes rails et qu'alors je travaillerai. Maintenant, tu as obtenu ce que tu voulais, tu es à l'ENA, tout va bien pour toi. Rien ne s'oppose donc à ce que je travaille. » Je ne m'attendais pas à une réaction aussi négative de sa part. Comme jadis mon propre père avec maman, je découvrais que mon mari était gêné de me voir entrer dans la vie professionnelle. En outre, attaché à la rigueur et à la force du droit, il ne tenait pas les gens du barreau en grande estime. Là où je voyais considération envers les accusés et les victimes, il ne voyait que versatilité et iféodation à la cause de clients capables de payer. Je crois que tout cela le dérangeait. La justice, à la rigueur, mais sans compromis. On ne fréquente pas des avocats. Leur métier n'est pas fait pour les femmes. Le débat a été rude, et nous avons fini par trouver un compromis, accepté de part et d'autre. Par chance, il avait rencontré à travers ses différentes relations politiques un haut magistrat qui lui avait affirmé « Les femmes ont désormais leur place au sein de la magistrature. Simone devrait y réfléchir. » Et en effet, depuis 1946, les femmes étaient admises à s'inscrire au concours de la magistrature. Tel a donc été notre terrain d'entente. J'abandonnais ma vocation d'avocat au profit d'une carrière de magistrat, sans doute moins prenante, et lui acceptait que je ne reste pas à la maison pour élever les enfants et préparer le dîner. Je suis pas vraiment choquée par le comportement de son mari, parce que malheureusement c'est extrêmement courant, mais c'est assez fou de lire qu'en fait, elle ne pensait pas et elle ne comptait pas au départ avoir une carrière politique et qu'elle comptait faire du droit. Bon, je pense qu'elle s'est quand même épanouie dans sa carrière et qu'elle a réussi à mener les combats qu'elle souhaitait, mais je trouve quand même important d'avoir conscience que c'était pas forcément le choix qu'elle avait fait pour elle-même. Bref, c'est donc ici que s'arrête mon livre. Peut-être que j'y lirai la suite d'une vie, mais en tout cas, je trouvais déjà intéressant de vous parler de cette partie-là. J'espère que ça aurait pu vous toucher et vous intéresser. J'espère que vous êtes sensible à ce sujet parce que je pense que c'est extrêmement primordial. Je sais pas si je peux vraiment vous souhaiter une bonne journée après ça, mais en tout cas, à bientôt.